Ici Yuma. Je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bi ou la béance des sens. À très bientôt, venez nous rejoindre. Bonjour. Voilà, je viens de conclure une petite retraite que j'ai prise pendant quelques jours. Donc, je me suis dit, voilà, c'est mon anniversaire, j'ai fait 60 fois le tour du Soleil, ensemble avec cette planète Terre et tous les êtres. Et voilà, et donc j'ai vécu quelques jours de pratique. Je me suis débranchée. Et puis je ne m'y attendais pas, mais aujourd'hui j'ai décidé voilà, de faire une vidéo qui ne sera pas exactement programmée dans le sens où je ne l'annonce pas. Voilà, tous les mercredis j'ai publié une vidéo ces derniers temps et donc vous avez quand même déjà pas mal de matériel que vous pouvez regarder si vous avez envie. Donc je vais juste un tout petit peu parler de ce processus qui a créé les circonstances pour l'écriture de l'île de Bi et aussi ce que le roman a provoqué, sans rentrer trop dans les détails personnels. Mais voilà, donc c'est ce livre, hein, l'île de Bi, c'est en ce moment un livre que je présente parce qu'il vient juste de sortir aux éditions Le Souffle d'Or. C'est un livre très beau. Il n'est pas très cher en fait. Donc aux éditions Le Souffle d'Or, vous le trouverez. Et il y a des illustrations magnifiques de Pierre Delvincourt, qui sont des illustrations tout à fait exceptionnelles. Ça c'est le personnage principal, qui est une dame de 84 ans, qui est devenue un Bouddha, c'est-à-dire elle a atteint l'éveil comme le Bouddha. Et donc excusez-moi, hein, cette vidéo, je suis en train de l'enregistrer selon vraiment quelque chose de très très authentique, c'est de ne pas du tout me concentrer sur le fait que je devrais vous convaincre de quelque chose ou que je devrais moi-même m'efforcer vers quelque chose, mais au contraire de plus en plus de moi-même me replacer dans l'enseignement que propose justement cette femme qui est le personnage dans le livre, mais en fait elle est symboliquement toutes les femmes de sagesse les plus merveilleuses, en tout cas que j'ai eu la chance de rencontrer à travers des livres, des écrits, des témoignages, peut-être même parfois en réel. Donc elle résume une vision comme ça de la femme éveillée qui est une personne qui n'est pas du tout soumise. Elle a 84 ans, vous voyez, donc elle n'est pas du tout soumise à ce rythme effréné de devoir convaincre les gens de quoi que ce soit, ni même elle la nécessité finalement qu'on approuve son processus. Elle est simplement sur cette montagne qui est devenue une île parce que les eaux sont montées, c'est en 2046. Et elle a transformé son jardin sans vraiment s'y attendre, ça s'est fait naturellement à force de pratiquer le Tshö. Donc c'est de ça que je voulais un petit peu parler. Entre autres, de pratiquer le Tshö qui veut dire couper, trancher, et donc c'est trancher les racines de l'ignorance, hein, et trancher les racines de l'ignorance à travers une perspective qui est très généreuse, c'est celle de s'offrir soi-même, de s'offrir soi-même en pâture, entre guillemets, et c'est vraiment littéralement le cœur de cette pratique traditionnelle, qui est une pratique très peu connue malheureusement. Je pense que c'est peut-être intéressant qu'on en parle un petit peu plus entre personnes en tout cas qui avons le désir, la motivation de porter dans le monde
une possibilité de nous transmettre entre nous l'importance de la bonté fondamentale, sa présence, sa force, et aussi sa liberté par rapport à ce qu'on appellerait la dichotomie entre le bien et le mal. C'est justement ça, l'île de Bi. Donc voilà, donc je voulais parler de cette pratique, la pratique du Tchö. Je voulais parler de ce livre un petit peu, justement pour montrer cet aspect du livre, qui est un aspect extrêmement important. Et par la même occasion, vous donner quelques nouvelles. Alors donc l'autre livre, qui s'appelle La Voix qui danse, c'est le livre qui est sorti, il a été réédité en Belgique. Donc c'est les éditions Maelstrom Révolution. Ça s'appelle Maelstrom Révolution. Et donc c'est une très belle édition avec des photos. Évidemment, je vous en parle parce que comme ça peut être une période intéressante pour faire des cadeaux, il est tout petit peu plus cher. Il est à 18 €, je crois. L'autre était, je sais pas, un truc comme ça. Et l'autre est à 14. Et donc il y a des illustrations, enfin des photos quoi. Des photos en général, c'est des photos, la plupart c'est des photos de danse. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez facilement le commander à Maelstrom Révolution à Bruxelles. Sinon, je mettrai sans doute en commentaire les liens. Donc voilà, donc c'est un peu le thème aujourd'hui, c'est d'improviser, parce que justement, comme c'est mon anniversaire et comme je viens de faire une retraite, je me suis dit, je vais vraiment ouvrir une porte vers une nouvelle énergie, dans le sens justement de ne pas du tout m'inquiéter du résultat. Parce que je crois que, sans le faire vraiment exprès, on fait « Oh, il y a un magnifique soleil sur un ciel ombragé, c'est beau. » Oh, je ne pense pas que vous le verriez si je vous le montrerai, mais voilà, un magnifique ciel. Ça doit être bon signe. Donc, ou de me laisser un petit peu emporter peut-être par un désir de créer un intérêt pour ce livre, ou dans un désir de peut-être faire en sorte qu'il puisse être largement répandu. C'est vraiment par motivation pour le sens de ce livre, et aussi parce que c'est vrai qu'il va être traduit, parce qu'il y a des gens qui se sont mis à le traduire sans qu'on leur ait demandé. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé pour La Voix qui danse. Il a été traduit en italien sans que personne n'ait rien demandé, et sans que personne d'ailleurs n'ait gagné d'argent sur quoi que ce soit de toute cette aventure. Donc c'est vraiment une motivation qui part du cœur et du jardin. Et Ariabi, elle a cultivé ce jardin. Et au départ, elle a dû cultiver le jardin comme tout le monde, c'est-à-dire de se donner du mal. Elle avait justement 60 ans quand elle arrive, donc c'est important. Parce que finalement, ce roman est le produit de plusieurs années de ma vie, et puis il a provoqué quelque part dans ma vie une révolution aussi. C'est-à-dire qu'il est sorti juste avant la crise actuelle dont je ne vais pas parler. Mais vous voyez de quoi je veux parler. Cette crise, elle est quand même à la mode dans le monde entier, et on la vit chacun à notre façon. Elle change notre vie. Mais moi, le livre est arrivé en même temps et vraiment a provoqué un énorme changement, jusqu'au point où en fait, maintenant, je vis pratiquement sur le lieu même d'où se passe ce roman, ce qui n'était pas du tout dans mes projets. Voilà, et donc ça a été provoqué par les synchronicités. Ces synchronicités qui sont expliquées par beaucoup de personnes, comme bien sûr Jung, évidemment, et Luc Biget, Philippe Guillemant. Il y a beaucoup de monde qui parle de ces synchronicités. Et voilà, et donc je pense que c'est intéressant de voir à quel point, quand on met une énergie généreuse et innocente, j'aime bien le mot innocent. Quand je dis innocent, je ne veux pas dire qu'on est incapable, excusez-moi, c'est mon chat qui risque de faire des bêtises. Je ne veux pas dire qu'on est innocent d'être idiot, bien que ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Mais je parle plus de l'innocence dans le sens où la motivation n'est pas une motivation qui
vient d'un besoin personnel ni d'un manque personnel non plus. Donc c'est pas l'idée qu'on manque de quelque chose ni qu'on voudrait imposer quelque chose, c'est plus exactement comme justement la fleur donne du pollen et les abeilles font du miel avec et toutes ces choses que l'être humain peut donner, qui sont comme le miel des abeilles ou qui sont comme le parfum de la rose ou qui sont comme le soleil sur un champ où il vient de pleuvoir, comme c'est le cas maintenant. L'être humain peut les donner beaucoup plus en intelligence quand sa motivation est tout à fait naturelle, quand sa motivation est justement innocente. Et donc ça je crois que c'est vraiment important. Voilà, donc c'est mon intention en tout cas. De démarrer un nouveau cycle ici avec les vidéos qui peuvent continuer à être hebdomadaires. Peut-être de temps en temps, il y aura une semaine, par exemple, je pense qu'entre Noël et Nouvel An, je ne pense pas qu'on va faire de vidéos. Mais je vais continuer pour cette expérience de créer en tout cas la possibilité que ce dialogue existe. Donc si certains d'entre vous ont envie de participer au dialogue, vous pouvez voir les autres vidéos. Vous allez voir, il y a déjà une vidéo en dialogue entre Franck Montoro et moi. Il y aura d'autres dans le futur. Il y a des personnes qui ont déjà exprimé leur désir d'organiser des rencontres. Donc on le fera doucement, tranquillement. Et donc si ça vous intéresse, par contre, je vous demande vraiment de rentrer sur le blog l'îledebi.weebly.com et envoyer un message, parce que sinon c'est compliqué d'organiser quand les messages viennent dans tous les sens, de tous les coins, et je ne suis pas douée pour ça. Donc c'est une possibilité. Je suis en train de jouer avec le chat en même temps. Alors, je vais commencer peut-être un peu par la voix qui danse. Donc je vais donner un tout petit peu une idée de l'histoire, comment ça a lieu. Bien évidemment, dans mon roman, c'est la première fois que j'écris un roman et je me suis rendu compte que c'était très intéressant pour moi de rentrer dans une fiction. D'abord parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de ça. Vous savez, en 2004, et il y a vraiment longtemps, j'avais fait des économies. Bon, j'étais à l'époque danseuse orientale, donc c'était une époque où effectivement c'était plus facile de gagner de l'argent à cette époque-là. Enfin voilà, une danseuse, elle a une vie quand même assez simple en général. C'est pas un métier lucratif. Et donc j'avais réussi un petit peu à créer des économies, et un ami m'avait construit en fait une maison en bois sur un terrain qui d'ailleurs ne m'appartenait pas, qui était un terrain communautaire. Et donc cette maison, une fois qu'elle était terminée, j'ai été absolument étonnée de me voir tout d'un coup être dans une maison qui était la mienne. Elle était toute en bois et elle était dans une forêt au sud du Portugal. Et en fait, je suis arrivée avec la plupart de mes affaires. En tant que danseuse, j'avais des affaires un petit peu partout, parce que quand on est artiste, on travaille souvent en déplacement. On est quand même assez nomade. Et mon idée à l'époque, c'était de passer la moitié de l'année à danser, l'autre moitié à écrire. Donc j'avais déjà ce désir de l'écriture, et j'ai écrit des textes depuis très longtemps. Pas souvent, mais de temps en temps. C'est des périodes pendant lesquelles je me consacre ou à l'écriture, ou à la lecture, ou à la calligraphie, ou aussi à ce qu'on appelle la première pensée, meilleure pensée avec un pinceau, qui sont des processus que je vais expliquer petit à petit justement. Dans le futur, je vais faire d'autres vidéos, probablement en anglais, pour expliquer tout le processus du travail qu'on a fait avec la danse et l'entraînement de l'esprit. Une forme de dharma art par la danse, et je vais l'expliquer étape par étape comme ça, mais je pense que ça sera en anglais. Donc ça, c'est une petite annonce qu'on fait déjà maintenant. Et donc ma maison, en fait j'ai dormi dedans une nuit. Je suis repartie parce que j'avais quelque chose à faire à Lisbonne,
et les incendies, méga incendies qui ont lieu en ce moment dans les pays chauds, ont sévi dans la région et ont brûlé toutes mes affaires en fait, je n'avais plus rien. Donc, mais vraiment rien, parce qu'il faisait super chaud, c'était une canicule. Et donc en pleine canicule, je m'étais déplacée avec le minimum, donc une paire de sandales et une petite robe d'été, quoi. Donc je n'avais plus rien, ni des vêtements, même pas une valise en fait. Et donc ça a vraiment déclenché dans ma vie un grand changement qui m'a emmené à quitter le Portugal et maintenant je suis revenue. Et donc à développer en fait la Dança do Ende Network en priorité. Plutôt que de prendre du temps pour moi-même ou pour prendre du temps pour écrire. Et donc ça a été reporté à plus tard, donc vous voyez, 2004 jusqu'à maintenant. Et alors, cette idée de la fiction, j'étais en train de dire ça, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la fiction, c'est la possibilité justement de se libérer du concept dans le sens où avec une fiction, on peut suggérer un tas de choses, on peut inclure à l'intérieur des rêves, des poèmes, des anecdotes, des dialogues, des événements contradictoires, et finalement le lecteur il a tout à fait le choix dans cette ambiance, dans ce mandat-là, de faire son chemin, et il n'est pas guidé par une pensée unique qui dans le livre lui dirait tu devrais penser de cette façon, tu devrais penser de cette façon. Et je me suis rendu compte aussi que pour proposer quelque chose qui serait extrêmement original, c'est le cas dans les deux livres, il y a des éléments extrêmement originaux, je dirais même qui sont parfois tellement étrangers à nos habitudes que pour certaines personnes il y aurait besoin peut-être d'une traduction parfois. Mais en tout cas, pour souligner quelque chose qu'on aimerait exprimer, très souvent, de retrouver dans une fiction quelqu'un qui, justement, n'est pas d'accord, quelqu'un qui nous refuse cette vérité, on va dire c'est ma vérité, et l'autre personne ne l'accepte pas. Et bien c'est très intéressant, justement, c'est grâce à cette personne qui s'oppose, grâce à cette personne qui me pose une difficulté, par exemple, imaginons que je suis un des personnages, et l'autre personnage me crée une difficulté, et dans le roman, dans la fiction, c'est l'ensemble des deux qui donne le message, et c'est ça qui est très très intéressant, et que moi je trouve extrêmement riche et que j'ai envie vraiment d'explorer de plus en plus, parce que c'est vrai qu'en tant que pédagogue, ou ce qu'on appelle maintenant les facilitateurs, qui facilitent des choses comme ça, moi je suis plutôt une difficilitatrice, une difficultatrice, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que parfois quand on vit des choses dans le processus artistique, et donc quand j'ai dirigé des ateliers, parfois on va faciliter la possibilité de vivre quelque chose de difficile, justement, et c'est ça qui devient intéressant, parce que quand on a la capacité artistiquement de rencontrer les éléments divers qui nous habitent, et de les faire vivre et de les respecter, et de les emmener jusque presque une exacerbation de leur énergie. Vous voyez, donc, imaginons que c'est du théâtre. Si vous devez exprimer la jalousie, si vous devez exprimer la haine, la colère, ou vous devez exprimer au contraire l'amour fou jusqu'à la mort, tout ça, vous pouvez, grâce au processus artistique, voir que toutes ces dimensions habitent en nous, et qu'en fait, on peut vraiment rencontrer leurs paradoxes, leurs contradictions, et découvrir petit à petit un chemin pour justement se libérer de la nécessité de s'identifier à chacune de ces différentes facettes des énergies, de l'énergie elle-même. Et donc ça caractérise beaucoup l'histoire que raconte La Voix qui danse, qui est vraiment déjà ce titre, la voix qui danse. C'est un titre qui est venu aussi à force de méditer. Je voulais absolument un titre significatif. J'ai dû me battre pour avoir ce titre d'ailleurs, parce que au fond l'éditeur n'était pas tout à fait d'accord, le premier éditeur. Mais c'était très important parce que je l'ai entendu. Et donc c'est aussi ça, les synchronicités dont je parlais, c'est qu'à un moment donné, il faut poser tout un tas d'actions, tout un tas de paramètres, tout un tas d'intentions, mais à un moment donné, le fruit ne vient que quand on ne l'attend pas.
Donc, quelque part, c'est comme la flèche. Hein. Il faut renoncer. Il faut renoncer au fruit pour que le fruit puisse venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre disponibilité du point de vue de l'intuition et notre disponibilité du point de vue de, de la vision interne n'est pas possible si notre esprit est encombré de désirs et d'intentions et de demandes. Vous voyez? Et donc ça c'est très intéressant parce que quand on travaille justement avec ce processus artistique, on va poser certaines intentions simplement pour avoir une direction. Évidemment, hein, c'est comme un bateau, vous n'allez pas juste comme ça à la dérive. Et vous allez devoir bien sûr respecter le vent parce que la voile, quand le vent vient de l'arrière, le bateau peut aller tout droit, mais quand le vent vient des côtés ou de face, il va falloir, avec un vent frontal, il faudra, je ne sais plus le terme, comment on dit le mot, mais en tout cas, aller d'un côté de l'autre. Et donc vous posez des intentions et puis vous incarnez de plus en plus ce thème sur lequel vous êtes en train de travailler, qui au départ était probablement un thème très personnel, très peut-être même problématique quelque part. Peut-être que j'ai absolument besoin, imaginons, hein, j'ai absolument besoin en tant que danseuse, ça a été mon cas à une époque, hein, de travailler sur ma sensualité et versus mon agressivité, versus la rancœur, pas de rancœur, le pardon, et l'amour. Je me suis rendu compte aussi, par exemple, que pour travailler sur la patience, il fallait résoudre plein de choses pour y arriver, parce que sinon la patience, elle n'est pas là. Donc on n'arrive pas à incarner la patience à partir du moment où il n'y a pas de place pour cette patience. Et évidemment, en général, quand justement on veut faire un travail sur la patience, en général, ce qu'on rencontre, c'est l'impatience. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça le courage, hein, dont je parlais au départ. Ce courage de rencontrer des énergies qui sont difficiles. Et donc là, du coup, on n'est plus une facilitatrice, on est une difficultatrice. C'est une plaisanterie, je répète. C'est-à-dire qu'on crée une situation dans laquelle la personne peut, de façon confortable, disons, et protégée, rencontrer les choses qui sont un peu difficiles et leur offrir une écoute, une présence. Et là, je vais arriver petit à petit à l'idée du pratique de Tse, de ce dont je parlais tout au début. Hein, et donc, je vais décrire un petit peu ce que c'est que la pratique du Tse et quel est le rapport entre la pratique du Tse et le fait d'accueillir ces énergies qui nous habitent et qui sont universelles. Hein, donc, c'est bien sûr, c'est toujours dosé en fonction de sa propre psyché et en fonction aussi de sa propre journée, parce qu'il y a beaucoup d'éléments hormonaux et chimiques qui vont conditionner l'état dans lequel on est. Mais ces archétypes et ces énergies, on les retrouve en soi, et des fois on en retrouve vraiment énormément, auxquels on ne s'attendrait pas, on ne pensait pas être facilement investi de ces énergies-là. Et elles s'expriment. Et petit à petit, tout ce chemin, il permet de commencer à comprendre qu'on n'a pas besoin de s'identifier avec, et en même temps, on a la possibilité de se libérer justement de l'attachement qu'on a envers ces réflexes. Hein. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la rancœur, on pourrait inconsciemment être rempli de rancœur et dans le processus s'en rendre compte. Et donc, bien sûr, il faut avoir construit la capacité d'être très aimable avec ce qu'on rencontre, hein, parce que si on va juger ce qu'on ressent, c'est connu, hein, tout le monde qui travaille un tout petit peu sur soi-même le sait, mais c'est très important de développer justement cette possibilité de ne pas se juger, de ne pas commencer à se condamner par rapport à ce qu'on rencontre, mais ça ne veut pas dire non plus l'inverse, hein, donc l'inverse arrive des fois, donc c'est-à-dire que l'inverse est pareil à la fin, on ne se condamne pas, on ne se juge pas, mais à la fin on trouve qu'on est tellement soi-même génial que ça devient un petit peu
un petit peu embêtant pour les autres. On devient une espèce de une grande bulle qui gonfle. Et donc cette rencontre avec l'exemple de la rancune, on s'en rend compte et puis on commence à faire tout un travail là-dessus, et c'est un travail qui n'est pas spécialement ni pour se débarrasser ni pour pas s'en débarrasser, c'est un travail donc vraiment par rapport aux 5 sagesses là. Pour le moment on en est encore vraiment à soi-même, et le chemin il va vers quelque chose qui ouvre plus loin que soi-même, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans vraiment le jeu des énergies magiques dans le sens agréable et désagréable, les deux, hein. Donc si vous voulez développer un regard magique sur le monde, c'est que le monde il est déjà magique, avec ce qu'il comporte d'agréable et de désagréable, les deux. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de tout le temps manifester à partir de rien, à partir de l'espace, il manifeste la forme, à partir de quelque chose qui contient une information, il va devenir de petit à petit une plante, un arbre, une graine, une fleur, et l'interaction entre tous les êtres à partir d'une graine jusqu'à l'insecte, jusqu'à tous les animaux et puis l'être humain. Et le poème que vous avez écrit à cause de ça. Donc toute cette magie-là, et qui inclut la difficulté, parce que justement, bien sûr, c'est romantique, une fleur, une abeille, mais c'est une vie qui est très très dure en même temps. Donc il y a quelque chose, en anglais raw, hein, cru, quelque chose de direct dans cette compréhension profonde de la magie et de la souffrance, et de la naissance et de la mort, et de l'impermanence. Et on commence à comprendre que finalement ce n'est pas juste une question de moi-même. On commence à comprendre que moi-même, j'ai tendance à voir le monde d'une certaine façon, mais plus je me libère justement de ces identifications, et plus je peux connaître toutes les différentes palettes de l'expressivité de mes émotions, et plus du coup, éventuellement, je peux interpréter le monde selon les différentes perspectives du monde, c'est-à-dire une chose et l'inverse. Et ce n'est pas pour être trouble. Je sais très bien que quand on entreprend quelque chose, on fait un choix, c'est comme le bateau tout à l'heure, hein, vous faites un choix, est-ce que votre voile elle est comme ça ou comme ça, est-ce que vous allez par là ou par là. Donc vous faites un choix toujours, hein, de toute façon, ne pas faire un choix c'est un choix. Donc vous faites toujours un choix, vous prenez toujours une direction, ce n'est pas parce que vous comprenez plein de points de vue différents que vous ne pouvez pas choisir la direction que vous allez prendre, mais vous comprenez quelque part que de vous identifier trop avec l'interprétation qu'on fait du monde et des choses, de trop s'identifier avec les habitudes qu'on a pour l'organisation de notre énergie et notre code, comment on décrypte les choses qu'on voit et qu'on entend et qu'on sent et qu'on imagine. Ça nous emmène à un moment donné à intensifier la sensation de dualité, hein. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans ce domaine de la sagesse qui consiste à se détendre à l'intérieur justement de quelque chose duquel on voudrait fuir la rancune, hein, c'était l'exemple, hein. Au contraire, à l'intérieur de la rancune elle-même, on va rencontrer le remède à la rancune, parce qu'en fait, le remède se trouve à l'intérieur de la situation de laquelle on voulait fuir, qui était sa propre expérience d'une émotion désagréable. Donc au départ on ne la voyait pas, et puis ensuite une fois qu'on la voit, ne pas la juger, mais au contraire prendre la chose avec bienveillance, et en même temps sans non plus commencer à faire de ça toute une histoire, parce que ça, comme je l'ai déjà dit, je suis en train de répéter, hein, je récapitule, de faire toute une histoire très positive du fait qu'on ne se juge pas, ce n'est pas mieux que de se juger, ça revient au même à la fin. C'est une certaine simplicité quelque part, et en même temps une bienveillance de base, hein, tranquille. Et puis petit à petit, avec l'expressivité, l'énergie elle sort, donc du coup on n'est plus encombré avec quelque chose qui était caché. Et petit à petit une intelligence qui était inclue dans le fait d'avoir le courage de ressentir ces émotions vont délier l'aspect rigidifié, congelé de l'émotion. Donc ça c'est très très profond, parce qu'à la fin
on pourrait dire que même notre propre apparence physique a un rapport avec cette solidification du résultat de notre existence, hein, depuis la naissance jusqu'à maintenant. Petit à petit, notre état manifeste notre forme et le résultat de tous ces éléments. Donc ça peut pas permettre de petit à petit dans le processus artistique de faire de son corps un outil extrêmement précieux. Et on découvre ce que les bouddhistes appellent le précieux corps humain. Donc le précieux corps humain est celui qui donne la possibilité de choisir quelque part notre éventail de perceptions. De commencer à découvrir les perceptions que nous avons, c'est vraiment l'être humain a cette capacité, et de commencer à complètement ouvrir cet éventail et à le laisser se libérer des voiles, hein, donc, qui l'empêchaient quelque part, cet éventail de fonctionner. Donc c'est comme si vous aviez... c'est un exemple traditionnel, hein, c'est comme si votre texture qui est faite de photons de lumière, elle interprète les différentes couleurs de la lumière, donc ce sont les couleurs dépendent des fréquences, hein, mais c'est quand même toujours de la lumière. Mais vous voyez que vous pouvez travailler avec le rouge, avec le bleu, avec le vert, avec le jaune, et qu'à chaque fois que vous travaillez avec toutes ces couleurs, vous touchez à différents types de fréquences. Et c'est très intéressant justement de ne pas les évaluer selon des jugements de valeur, qu'une serait positive et l'autre serait négative. C'est un petit peu simpliste et en plus ce n'est pas juste. Ça peut être utile, hein, de jouer un petit peu à ça, à faire des échelons de couleurs, à dire que l'échelle en haut ou en bas. Mais à la fin, la dualité, elle emmène toujours à l'erreur. Et pourquoi? C'est pour une raison très très simple, hein. C'est que notre sensation, donc ça c'est bien sûr, hein, c'est une perspective bouddhiste, mais voilà, je suis une pratiquante et aussi, je dirais même une amoureuse du Bouddha Dharma, donc c'est sûr que tout ce que je fais, tout ce que je dis est imprégné de cette dimension. Et puis la vie m'a vraiment mis en face d'énormément de choses qui m'ont convaincu que c'était réel. C'est que nous sommes producteurs nous-mêmes d'états difficiles et de souffrances involontairement dans l'inconscience, mais il y a quelque chose qui le fait. C'est-à-dire que cette chose qui fabrique la difficulté en nous, on peut tout à fait la soulager, la guérir, la soigner, et non pas par un processus psychothérapeutique, qui parfois peut être indispensable au départ, mais là, ce dont je parle va beaucoup plus loin. C'est plus par un processus alchimique. Et je ne dirais pas que ce serait de transformer notre état dans un autre état, c'est plutôt de déshabiller notre état pour que petit à petit on se rende compte qu'en fait, en essence, notre état n'était pas producteur de souffrance à l'origine. Donc il suffit de revenir un petit peu à l'origine, qui est toujours maintenant, hein. L'origine, elle est toujours ici maintenant. Donc revenir à l'origine, c'est pas hier ou avant-hier, c'est pas quand Adam et Ève ont dégusté une pomme. C'est quelque chose qui se passe tout le temps, ici maintenant. Et donc cette intuition, elle se développe naturellement. Et donc on trouve à l'intérieur de, par exemple, la rancune, la libération de cette rancune. Et évidemment, à partir du moment où on libère cette rancune, non seulement on libère l'autre de la projection qu'on avait sur cette personne, mais on se libère soi-même d'un monde potentiel dans lequel on peut renaître. Et c'est ça qu'on appelle renaître dans les mondes inférieurs. Parce que renaître dans les mondes inférieurs, mine de rien, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Quand on regarde le téléjournal, les mondes inférieurs sont là. Et quand on rêve aussi, les mondes inférieurs sont là. Et soi-même, quand on a une pensée, une vilaine pensée et qui, par exemple, ne se réjouit pas du bonheur de l'autre ou du bien de l'autre, on sent cet état. Si vous revenez à votre corps, vous allez sentir que votre corps, en fait, il est compliqué.
compliqué. Parce que c'est la simplicité, hein, le bonheur. Hein, et le bonheur n'est pas un état d'hilarité. Bien sûr, hein, la joie existe, mais la joie, c'est plus un élan d'énergie. Le bonheur, c'est simplement être dans cette bonne heure, hein, dans ce bon ici et maintenant, de la bonté fondamentale, donc la base de la présence, qui, elle, n'a pas encore élaboré un monde compliqué, qui n'a pas encore élaboré une difficulté, qui n'a pas encore élaboré une répétition d'une mémoire qui, par exemple, deviendrait, par exemple, la rancune. Voilà, donc ça, c'est vraiment, la danse permet ça. Et ensuite, c'est vrai qu'à un moment donné, on se retrouve devant l'immensité des archétypes et on se retrouve vraiment plongé dans un monde où il ne s'agit plus seulement de moi et mes histoires à moi, mais il s'agit de tous les êtres. Hein. Et donc ça, c'est presque inévitable, hein, quelque part, parce que c'est comme si on avait des ornières et puis tout d'un coup, on commence à voir que finalement, la dualité nous faisait croire qu'on était soi-même une espèce de chose comme ça qui va durer pour toujours et qui est suspendue dans le rien et que tout le reste est en dehors. Et on commence à se rendre compte que c'est pas du tout comme ça et que c'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment, vraiment pas du tout comme ça. Ni physiquement, ni biologiquement, ni historiquement, ça n'a jamais été comme ça. Et finalement, les êtres humains, ils continuent à croire ça, et ils continuent à vraiment y croire dur comme fer. Hein, c'est compliqué. Mais ils ont maintenant des outils et des instruments qui sont tellement, tellement intelligents que si ces outils sont, pardon, excusez-moi, hein, si ces outils sont entre les mains de quelqu'un qui n'a pas fait ce travail dont je parle, qui croit dur comme fer que je suis une bulle indépendante, autonome et éternelle et la plus importante de tous les êtres de tous les temps, c'est moi. C'est compliqué de mettre des outils aussi puissants entre les mains d'êtres intelligents technologiquement. Et donc, quelque part, cette technologie nous confronte avec notre nécessité de développer la sagesse. On ne va pas se débarrasser de la technologie. C'est impossible. La seule chose qui pourrait être possible, c'est qu'on disparaisse en tant que civilisation. Ça, c'est tout à fait. Ça, c'est même quelque part presque inévitable, parce que c'est comme ça. Toutes les choses montent et descendent, elles apparaissent, elles disparaissent. Mais en attendant, on ne peut pas faire comme si ce qui existe maintenant et qui a été développé maintenant va disparaître. Donc c'est nous qui devons nous mettre au niveau de notre création. Donc si nous avons créé par exemple des voitures, des maisons, des avions, et puis maintenant on va créer Meta, Meta Facebook, ou Meta Instagram, enfin Meta Stage, en fait tous ces trucs. Donc à partir du moment où on va créer ces choses-là, et c'est indispensable qu'on soit à la hauteur de ces choses-là. Parce qu'on peut appuyer sur un bouton et faire exploser une ville entière. Donc c'est important de comprendre quelque part que ces outils et ces créations viennent de soi et reviennent vers soi. Et il n'y a absolument pas de séparation entre ce qu'on va provoquer dans le monde et ce qu'on va vivre. Il y a juste un rythme. Donc évidemment, le rythme de ce que j'ai vécu à 5 ans peut donner un fruit quand j'ai 15 ans, ou peut donner un fruit quand j'ai 25 ans, ou peut-être même quand j'ai 60 ans. Ce rythme, donc, toutes les actions ont des rythmes différents. C'est un peu comme un orchestre. Voilà. Et donc, je sais que moi, ma conversation est assez abstraite, mais peut-être que certaines personnes me comprennent. En tout cas, s'il vous plaît, dites-moi si vous comprenez, ou dites-moi si ça vous parle, comme ça je peux éventuellement vérifier si je suis compréhensible. Des fois, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie d'avoir l'impression que je m'exprime et que ce que je ressens et que je traduis en paroles de la façon la plus sincère possible est difficile à percevoir pour les autres, ou même difficile à accepter aussi. Donc pour terminer ce dont je parlais aujourd'hui, sur l'île de Bee,
Donc ce personnage féminin est arrivé là à l'âge de 60 ans et elle a décidé de se retirer du monde, pas parce qu'elle refusait le monde, mais parce qu'elle était arrivée à un moment donné où elle-même avait besoin de réaliser quelque chose comme un saut quantique, comme si elle sentait qu'il y avait en elle quelque chose qui pouvait s'épanouir, mais qu'il fallait lui donner les circonstances favorables, un peu comme quand vous plantez un arbre. Ou même là, j'ai un petit chat ici. J'ai eu plusieurs petits chats et ils ont été en fait tués par des animaux sauvages. Et donc celui-là, je l'ai protégé pour, en tout cas, qu'il arrive à être assez grand et assez fort. Et j'espère qu'il pourra vivre et s'adapter. Voilà. Donc soi-même, cette femme, et soi-même ça nous arrive, avait besoin de prendre ce temps, et elle s'est retrouvée dans un endroit d'où les gens étaient partis, donc il n'y avait presque personne, et petit à petit plus personne. Et elle a créé ce jardin, et au départ le jardin lui a donné du travail physique, du travail dur. Mais petit à petit, avec le temps et sa pratique et sa connexion aux énergies du monde, et même à la difficulté de l'énergie qui est celle de la nature, de la terre, de l'interaction entre les différentes herbes, entre les différentes semences, entre les différents insectes, entre les différents animaux, et de se trouver sa place dans ces éléments, et aussi la pluie, l'eau, pas d'eau, la sécheresse, l'âge, parce que c'est une personne qui a déjà 60 ans, donc physiquement c'est différent. Elle trouve, petit à petit, elle commence à trouver une convergence entre le monde extérieur et le monde intérieur à travers cette pratique du Tshö. La pratique du Tshö a été développée au Tibet par une femme donc au XIIe siècle qui s'appelle Matchik Ladrun et qui est très connue du monde du bouddhisme tibétain et des Tibétains, parce qu'en fait c'est la seule lignée tibétaine. Donc en fait il n'y a qu'une seule lignée qui est née au Tibet. Donc les lignées, c'est des transmissions de maître à disciple. Et vous voyez bien qu'il y a des écoles, mais à l'intérieur des écoles, les lignées peuvent s'entrelacer. Donc par exemple une pratique peut aller d'une école à l'autre. Donc une école peut avoir, par exemple, des générations de personnes qui enseignent, mais les individus entre eux aussi peuvent entrelacer des pratiques qui vont passer d'une école à l'autre, ce qui est souvent le cas, par exemple, entre l'école Nyingmapa et l'école Kagyopa, et même l'école Sakyapa aussi. Mais en ce qui concerne le Tshö, il existe dans toutes les écoles, et c'est la seule lignée de pratique, donc qui est rattachée à une pratique concrète, bien qu'elle a plusieurs formes, et qui a été fondée au Tibet, et c'est par une femme. Donc j'aime beaucoup souligner cet aspect, parce que même si le Tibet a été un pays tout à fait indépendant et puissant et très patriarcal, en même temps, la femme, en tout cas au sein du bouddhisme tibétain, malgré les difficultés, malgré aussi la tendance à l'effacer, à la faire disparaître, une tendance apparemment mondiale, elle existe. Elle existe encore. Donc elle existe encore, le respect envers l'énergie féminine existe, la possibilité d'enseigner la pratique en tant que femme existe, et elle existe tellement que Matchik Ladrun au XIIe siècle a fondé donc une lignée qui existe encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que depuis Matchik Ladrun jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais arrêté d'être transmis d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, et de prendre bien sûr différentes formes avec le temps. Et en quoi consiste la pratique du Tshö? Ça veut dire couper, et c'est donc le trancher justement les liens les plus profonds en soi-même, de l'attachement à cette identification que j'ai essayé d'expliquer. Et donc bien sûr ce n'est pas une spécialité de l'homme ni de la femme. D'ailleurs au sein du tantrisme tibétain, les hommes se visualisent sous forme de femmes ou les femmes sous forme d'hommes, il n'y a aucun problème avec ça. Et parfois on se visualise en tant que couple, et quand on se visualise en tant que couple, les chakras, en fait le chakra du couple est un seul chakra pour les deux. Donc par exemple le chakra du cœur sera un pour les deux qui sont en couple sur une iconographie. Donc là je vous parle de pratique, de méditation, où vous invoquez une certaine forme, vous prenez une certaine forme, ou vous demandez une certaine forme
de vous fréquenter, vous la fréquentez, et si elle est mâle ou femelle, bien sûr que vous allez vous-même aller vers cette forme. Donc un homme pourrait par exemple pratiquer Tara et prendre la forme d'une femme. Donc ça c'est déjà quelque chose qui n'est pas du tout un problématique. Dans le cadre en tout cas du bouddhisme tibétain, ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que dans mon livre, quand j'explique que le personnage, quand il était jeune, a essayé de prendre la forme de l'homme ou la forme de la femme, on parle de quelque chose qui n'est pas choquant du point de vue de quelqu'un qui pratique justement ce genre de spiritualité, ces exercices spirituels pour développer nos qualités intrinsèques et pour nous libérer surtout d'éléments qui ne sont absolument pas nécessaires et qui nous empêchent finalement de développer, de nous épanouir selon nos qualités fondamentales, naturelles. Finalement, quelque part, la sagesse de l'apprentissage sert à apprendre comment débroussailler notre sensorium afin de laisser émerger la sagesse naturelle, la sagesse intrinsèque, la sagesse humaine, qui est unique dans son expressivité dans chacun d'entre nous, mais qui nous est commune à tous les êtres. C'est que les êtres humains, eux, ont cette capacité de la traduire en œuvre d'art, de la traduire en paroles, en chansons, en livres, en lignée, en transmission, en initiation. Donc elle coupe les racines de cette ignorance, l'ignorance de notre propre potentiel et de la pratique. Elle coupe directement. Et donc le processus qui, lui, est quand même un processus très souvent porté par des femmes dans les lignées, bien qu'il puisse aussi être porté par des hommes, faisons très attention à ne pas aller à l'inverse opposé. C'était le patriarcat et maintenant ça va être autre chose. Nous, on trouve vraiment la troisième valeur, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme et la femme, en exprimant physiquement deux pôles naturels du corps, du corps de notre naissance, produisent quelque chose ensuite qui est un fruit. Donc pas seulement l'enfant du père et de la mère, mais le fruit de leur rencontre. Donc à l'intérieur de chaque femme, la rencontre du masculin et du féminin, à l'intérieur de chaque homme, mais aussi entre un homme et une femme. Et donc tranché par le courage de s'approcher de ce qui nous fait peur. Donc ça, c'est vraiment la pratique du Tzu. Et ça se pratique en relation avec la mort, et ça se pratique en relation avec la maladie, et ça se pratique en relation avec sa propre le fait qu'on est transitoire, transitoriété, comme on dirait ça en français. Je chercherai. Donc la nature transitoire de notre corps physique. Et donc dans la pratique du Tzu, sans révéler tous les secrets de la pratique du Tzu, en résumé, on va transformer son corps en un festin. Et ce festin va s'adresser justement aux énergies, toutes les énergies positives qui existent, qui sont invoquées toujours de toute façon, mais aussi les négatives, c'est-à-dire les gens, les êtres ou les histoires qui sont notre ennemi ou qui sont notre difficulté, qui sont nos obstacles, qui sont nos pires obstacles, qui sont nos peurs, donc ce qu'on appelle les démons. Et en fait, le processus permet à un moment donné de complètement libérer quelque part la confrontation entre la peur et l'agression. Et ça va toucher l'être au plus profond de lui-même. C'est pour ça que ce sont des pratiques qui demandent quand même une grande préparation, qui demandent aussi une solidité, donc une solidité de l'âme qui est préparée à vivre ça. Mais qui libèrent en fait, qui vont libérer de la peur justement par le fait de s'approcher de la peur. Comme Gribouille, il se libère du feu en plongeant dans le feu. Je ne sais pas si vous connaissez un texte merveilleux de George Sand que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, qui s'appelle Gribouille, l'extraordinaire aventure de Gribouille. Et donc il se plonge, on dit Gribouille a plongé dans le feu de peur d'être brûlé, et il a plongé dans l'eau de peur d'être noyé.
Donc cette pratique, elle se pratique avec des instruments de musique, avec une liturgie qui est assez complexe, avec des visualisations. Parfois, ça peut être aussi, il y a des versions de cette pratique qui se dansent, qui sont très complexes, que personnellement je ne connais pas malheureusement. J'espère un jour les connaître. Et Ariabi, le personnage principal de l'île de Bi, qui est ici dessinée par Anna Nielsen, elle pratique le Tche, et petit à petit, elle fait offrande, non seulement à tous les êtres, aux démons, etc., mais elle va faire offrande, parce que finalement, l'énergie négative, petit à petit, va commencer à disparaître de cette île. Donc, c'est pas encore une île, c'est encore une montagne. Ça va devenir une île parce que l'eau va monter d'un seul coup. Et en fait, elle va quelque part opérer une sorte de transmutation dans la nature elle-même, de la renaissance des plantes, de la renaissance des animaux, parce que c'était devenu quand même un désert. Et petit à petit, la façon dont la vie va se réorganiser autour d'elle va être différente. Parce que justement, les êtres vont vivre dans ce monde, donc évidemment, c'est une métaphore, hein. Mais les êtres vont vivre dans ce monde, dans cette île, non plus selon la loi du plus fort et la loi du moins fort et de la compétition, mais suivant l'inverse, c'est-à-dire de la collaboration, et d'une collaboration qui apaise les énergies, et donc du coup les énergies n'ont plus vraiment besoin non seulement de se reproduire à l'excès, mais non plus de détruire l'excès qui a été reproduit. Voilà. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. C'était 50 minutes. Donc je vous remercie d'aimer la vidéo. J'aurais dû le dire au début si j'étais une vraie YouTubeuse. J'ai oublié. Enfin voilà, il paraît qu'il y a un pouce et vous pouvez aimer parce que ça va aider éventuellement à plus de gens de voir les vidéos. Je vous remercie de faire des commentaires, s'il vous plaît. Donc les commentaires, c'est intéressant si vos commentaires viennent de la lecture du livre ou viennent de conversations que vous avez eues avec une amie ou un ami qui a lu le livre, ou si c'est une intuition qui est venue à partir d'un rêve ou à partir d'un chapitre ou à partir d'un poème. Il y a beaucoup de poèmes dans le livre. Et d'établir ce dialogue, et donc éventuellement aussi de proposer, si vous voulez, d'entrer en dialogue ou avec moi ou avec d'autres personnes. On va voir si petit à petit ce processus de communiquer à ces sujets. Moi j'aimerais bien donc démystifier le mysticisme, voilà, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que j'ai toujours été très enthousiaste depuis très jeune par le monde intérieur qui nous habite, parce que j'ai tout de suite compris que le monde qui habitait en moi était magnifique, mais que je n'arrivais pas facilement à le faire converger avec le monde extérieur. Et donc, je crois que je suis amoureuse de cette dimension, même si ça semble un peu un rêve, parce que de nos jours, ça n'intéresse presque personne, en fait. Même les personnes qui sont vouées au développement personnel ont beaucoup de formules, je dirais, hein. Donc pratique beaucoup l'idée que les choses sont comme ci, comme ça, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Mais moi ici, ce dont je parle, ce n'est pas tellement une formule de comportement ou de morale ou des solutions, parce que je crois que c'est très difficile d'apporter des solutions comme ça, systématiques, parce que les situations sont différentes, les gens sont différents, ce dont on a besoin est différent suivant les moments, suivant les circonstances. Parfois, une action un petit peu forte est bien préférable à une action trop douce. Parfois, une action douce est préférable à une action trop forte. Et parfois, ça dépend aussi des personnes qui sont présentes. Peut-être que une personne, si elle se comporte de façon beaucoup plus forte, elle va faire du bien à ce moment-là, et l'autre, dans la même circonstance, si elle se comporte d'une façon différente, ça conviendra mieux, parce que c'est vraiment quelque chose aussi d'extrêmement personnel. Donc c'est difficile de mettre l'être humain dans une
dans une espèce de système unique dans lequel tout le monde devrait s'adapter à une espèce de boîte, un boîtier. Hein, c'est très difficile. Ça ne marche. Je ne pense pas que ça marchera de toute façon. Je pense que ça ne marche pas. Il n'y a pas quelque chose qui marche ou qui ne marche pas en fait. Il s'agit surtout de soi-même, petit à petit, se libérer des difficultés dont on n'a pas besoin et qu'on est soi-même en train de produire. C'est surtout ça dont il s'agit. Et une fois que ça c'est possible, alors il y a quelque chose, une intelligence en nous qui deviendra automatiquement collective. Il n'y a pas besoin non plus de la rendre collective. L'intelligence collective est naturelle. C'est naturel à partir du moment où la personne s'est justement libérée de cette notion d'être soi-même une île et que le monde, il y a moi et le monde, quoi, hein. Donc c'est ça qu'on appelle la dualité. Le principe même, la qualité même de la dualité, c'est qu'elle n'existe pas réellement. Donc c'est exactement comme ce qu'on appelle l'ego. Il n'existe pas réellement. C'est simplement un système d'instinct de survie. Ce n'est pas une réalité. Donc on peut très bien utiliser notre instinct de survie et en même temps intégrer le fait qu'il faut qu'on se détende par rapport à la peur qu'on a de la mort, et par rapport à la peur qu'on a du changement, et par rapport à la peur qu'on a de la réalité de notre propre nature. Parce que quelque part le plus grand trésor, il est caché par cette espèce de c'est comme des couches et des couches et des couches complexes de protection. Voilà. Et donc je vous invite tous à communiquer avec moi et voilà. Et je vous souhaite donc une belle journée pour la journée de l'Immaculée Conception. Et à bientôt.